Bonjour Annick, merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Bonjour Caroline. Alors, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle interview qui vous présente votre parcours en tant que thérapeute. Est-ce que dans un premier temps, je peux vous laisser vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Annick Soignet, je suis sophrologue, j'habite à Annecy. Je suis sophrologue officiellement depuis, on peut dire, 14 ans à peu près, et entre autres. Et que puis-je vous dire d'autre? Si ce n'est que je consulte plus en privé qu'en public. D'accord. Et voilà. C'est déjà un très bon début. Alors, ma première question également serait, puisque je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a amené à vous former en sophrologie, à devenir praticienne en sophrologie? Alors, c'est tout mon parcours, je dirais, mon parcours professionnel, puisque j'étais en conseil en organisation d'entreprise, donc beaucoup dans le côté rencontre de toute personne différente, je dirais. Et puis par la suite, pour des raisons très personnelles, j'ai eu besoin de la sophrologie à un moment donné dans ma vie, et je me suis rendu compte bien que c'était utile. C'était très utile et ça fonctionnait. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque j'ai pu prendre un petit peu de distance avec le monde de l'entreprise, j'ai souhaité effectivement de passer de l'autre côté de la barrière, à savoir me former en conséquence. Donc, c'est un certain temps quand même, pour apporter ce que moi j'ai reçu et autre chose, bien entendu, par rapport aux besoins de chacun. En sachant qu'on a tous des ADN différents et donc on est tous différents les uns des autres. Donc voilà, en gros, la raison de ma décision de bifurquer sur l'accompagnement, je dirais. Ok. Et donc, cette bifurcation, est-ce que vous l'avez effectuée, on va dire, de manière graduelle? Est-ce que vous vous êtes formé dans un premier temps en continuant votre activité précédente? Oui, 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 totalement. Je me suis formée graduellement. Donc, en tout 3 à 5 ans, je dirais, un week-end par mois, ou 3, 4, 5 jours, ou une semaine en fonction d'eux. Et puis, bien entendu, en continuant effectivement à exercer mes différentes professions. Donc, D'accord. voilà, ça a mis en tout, on peut dire qu'au bout de la troisième année, on peut dire qu'on peut vraiment s'installer parce qu'on Mhm. a les bases complètes. Maintenant, on peut s'installer plus tôt, bien sûr, hein, en fonction voilà, du degré que l'on souhaite obtenir et connaître en sophrologie. C'est un peu compliqué, la sophrologie. Ça va de A jusqu'à Z et on peut s'arrêter à plusieurs étages. On n'est pas obligé d'aller le plus loin possible. Donc, c'est juste, à un moment donné, bah, il est temps aussi de sauter le pas. Donc, je peux dire à la fin de ma troisième année, je dirais avant la fin de ma troisième année, je me suis installée à mi-temps, tiers-temps, on peut dire. Et puis, bah, voilà, plus tout doucement, disons que j'ai passé la main, je dirais, et j'ai pris le côté libéral, sophrologue, tranquille, détendu, je dirais. D'accord. Et donc, du coup, lorsque vous vous installez, qu'est-ce qui se passe? Comment vous effectuez en fait vos premiers pas en tant que thérapeute? Comment vous vous faites connaître? Comment vous obtenez vos premiers clients? Alors, moi, j'ai d'abord le relationnel, hein, l'extérieur, c'est important. Les réseaux, qu'on le veuille ou non, des petits réseaux gentils, hein, des gens qui ont confiance en vous déjà, parce que il fut un temps où la sophrologie, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, hein, c'était pas perçu de la même façon. Hein. Il fut un temps, ça n'est pas si vieux que ça, mais enfin quand même, il y a eu un bond, hein, en avant qui a été fait ces dernières années sur la sophrologie. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une certaine méfiance. C'était des choses qu'on ne connaissait pas, c'était des nouvelles techniques. On ne peut pas dire que c'était des techniques ancestrales comme le yoga ou autre, c'est vraiment des techniques nouvelles. Donc la sophrologie n'a que 60 ans d'existence à peu près, hein, donc ce n'est pas si vieux que ça. Donc progressivement, c'est par le relationnel, par tout ce qui commençait à exister, à savoir les outils numériques. Donc, entre autres, les sites. Il y a 12 ans, c'était pas. Voilà, c'est toujours la chose. Hein, aujourd'hui, c'est facile, mais c'était. Voilà. Bon, moi, j'avais la chance, hein, d'être plus ou moins dans ce milieu, de le connaître et d'être entourée. Donc, on a monté un site, on a fait un site en fonction de ce dont j'avais besoin. Et on l'a lâché effectivement dans le public, enfin, voilà, avec beaucoup de référencement. Hein, c'était nécessaire. Et puis après, bah, il a fallu effectivement taper aux portes des médecins, taper aux portes des kinés, taper aux portes de tout le monde, des entreprises également. Enfin, il y a
1000 domaines en sophrologie. Donc, voilà, ça c'est le côté, je dirais, professionnel pur. Et puis, il y a le reste, il y a effectivement tout ce qui est administratif, hein, l'installation d'un cabinet avec toutes les obligations, etc. Donc, moi, je conseille toujours hein, de se faire aider, de se faire accompagner, parce que ce sont des domaines très particuliers. J'ai connu les deux domaines, j'ai connu le côté économique, le côté social. Voilà, c'est pas évident et il ne faut pas avoir peur de taper à la porte de professionnels ou de gens qui peuvent vous accompagner. Et je dirais, comme aujourd'hui, Médoucine dans toute leur formation. Pourquoi pas? D'accord. Oui. Donc, selon vous, c'est important de s'entourer, de ne pas rester seul en tant que thérapeute. Oui, il ne faut jamais rester seul de toute façon parce que sans ça, on s'enferme, on n'avance pas, Mhm. on se retrouve dans une bulle fermée, pas du tout dans une bulle ouverte. Et dans ces conditions, on tourne en rond, quoi. À un moment donné, voilà, et puis on est sûr de son savoir, de ses connaissances, et on oublie qu'il faut toujours apprendre, toujours connaître, toujours avancer, et ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, mais chacun le fait comme il le souhaite aussi. Hein. Oui. C'est en fonction de son parcours, son expérience aussi, c'est Ouais, sûr. ouais. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Qu'est-ce qui Alors, vous séduit le plus? je vous l'ai déjà dit, de toute façon, ce qui me plaît le plus, c'est de me faire plaisir. Ouais, Euh, c'est important. C'est important parce que c'est à partir du moment où vous faites plaisir que vous arrivez effectivement à pouvoir accompagner l'autre. Et quand vous arrivez, et ce qui est effectivement le plus agréable, c'est quand vous avez des personnes que vous rencontrez et que vous arrivez progressivement à ce qu'elles partent avec le sourire de votre cabinet et que ça va de mieux en mieux. Et ce qui fait, pour moi, alors, peut-être me faire taper dessus, mais la plus grande satisfaction, je dirais, c'est quand les personnes ne viennent plus. C'est qu'elles vont bien, qu'elles ont fait effectivement leur parcours, et puis ben, que ça fonctionne, ça a bien fonctionné, qu'elles ont des outils en main, qu'ils peuvent s'en servir, et puis ben, quitte à ce qu'elles reviennent une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, là n'est pas le problème, mais qu'elles n'aient plus besoin d'une canne, je dirais, d'un support. Et ouais, là, ça me fait plaisir. Alors, ça, je perds des clients, mais on en gagne automatiquement, quoi. Voilà, c'est pas... Bah non, tout à fait, c'est normal, c'est dans le naturel des choses aussi. Oui, et surtout dans la sophologie, ce n'est pas fait pour rester toute une vie, je dirais. Mhm. On apprend les techniques de la sophrologie, on les utilise après tout le temps dans notre vie de tous les jours, mais on n'a plus besoin effectivement d'être à 100% avec quelqu'un toutes les semaines. On n'est pas malade en fin de compte. Pour moi, la sophrologie, la sophothérapie, quelle qu'elle soit, ce n'est pas une médecine. C'est une médecine douce, et donc je dirais une thérapie douce. Mais voilà, on ne doit pas y aller toutes les semaines à telle heure, etc. parce que ça plombe. Ça veut dire quand même qu'on n'est pas bien, quoi. Voilà. Et c'est ce que je préfère éviter. Mais bon, ça, c'est toujours hein, des ressentis très personnels. Hein. D'accord. Et des besoins Est-ce aussi. Hein. que... Pardon? Et des besoins aussi, hein, des besoins des personnes. Et des personnes Mhm. qui ont effectivement besoin. Et c'est long par rapport à leur histoire, par rapport à tout ce qu'elles veulent rechercher, tout ce dont elles ont besoin. Ça peut être beaucoup plus long pour certaines et beaucoup plus court pour l'autre. Donc, c'est vraiment, comme je dis, l'ADN, il n'y en a qu'un. Donc, chaque personne est indépendante et c'est moi, c'est ce qui me fait, me faire plaisir, parce que je me fais plaisir en faisant ça, et puis de voir effectivement que les personnes, ben, ça fonctionne, quoi. Oui, bah, tout à fait, vous êtes dans l'accompagnement, donc c'est sûr que c'est ce qui vous amène aussi, vous apporte la joie dans la thérapie. Est-ce que vous rencontrez aussi à ce jour des challenges en tant que thérapeute, que ce soit dans votre pratique, dans votre casquette de chef d'entreprise également? Est-ce qu'il y a certains challenges que vous rencontrez aujourd'hui? Des challenges, en fin de compte, c'est tous les jours Mhm. découvrir ou inventer, je veux dire, entre guillemets, en restant dans le cadre de la sophrologie, bien entendu, hein, Mhm. euh, ben, arriver à trouver ce qui va effectivement convenir à la personne que j'ai en face de moi, celle qui va me consulter. C'est toujours un challenge parce que ça a l'air simple. On a effectivement des protocoles qu'on doit suivre, mais après, il y a le côté humain. Et le côté humain, ben, on doit voilà, trouver la bonne solution pour que ça fonctionne. Donc, c'est un challenge de tous les jours, je dirais. C'est pas un jour et puis voilà, on va rester tranquille pendant quelques temps. C'est régulièrement, continuellement, s'intéresser aussi à plein d'autres choses. Bon, moi, je sais que je ne me bloque pas un petit peu, j'ouvre la porte, je dirais. Et puis voilà, donc ça, c'est le challenge le plus important en tant que clientèle, et puis pas que clientèle, quoi. Mon apport est ce qui... Ensuite, c'est la clientèle elle-même, c'est le challenge de la clientèle, c'est pouvoir, et ça, c'est très difficile parce que malheureusement, on n'a pas assez de clients en sophrologie,
on est assez nombreux et en plus de ça, les gens ne viennent pas facilement et c'est aussi onéreux. Donc, il faut, voilà, rien n'est simple et d'arriver justement à trouver des solutions pour que l'on puisse, d'un côté, avoir, je dirais, un, ben, un tournant, je dirais, que ça tourne, qu'il y ait effectivement. Donc, pour ça, ben, il faut des revenus qui continuent à tourner. Donc, on va aller plus sur les groupes, on va aller plus sur les entreprises de groupe, hein, pas les entreprises privées, enfin, les entreprises privées, mais le public de groupe, pour effectivement pouvoir avoir une sorte ben, de fonds de roulement, je dirais, hein, plus ou moins. Et puis, ben, l'autre côté, c'est de trouver toujours des nouveaux clients, puisque ça, on ne les garde pas, les clients. On va pas les clients ou patients, ça dépend de la spécialité qu'on peut avoir. Hein. Certaines fois, on nous demande de nous appeler patients, donc de les appeler patients. Ça dépend de qui nous les envoie et quelles sont les raisons pour lesquelles ils viennent. Hein. Donc, et ça aussi, c'est pas neutre non plus, quoi. De devoir effectivement arriver à trouver, à garder une certaine patientèle ou clientèle, et puis d'un autre côté, ben, trouver d'autres patients ou d'autres clients, parce qu'à un moment donné, en privé, ben, ça va pas, ça, voilà, ça va s'arrêter, elles vont partir, enfin la personne, les personnes, hein, je ne parle pas d'elle ou il, hein, les personnes vont partir à un moment donné parce que ça va aller, elles n'en auront plus besoin ou elles reviendront ben, en fonction de leur envie. Euh, donc, c'est tout ça, ce sont des challenges de tous les jours, en fin de compte. Hein. Donc, mais on n'est pas prêt, personne n'est prêt, je pense, même quand on a fait le monde de l'entreprise. On est de l'autre côté à chaque fois. C'est comme quand on a été sophroné, c'est-à-dire qu'on a pratiqué la sophrologie en tant que patient ou en tant que client, et puis qu'on passe de l'autre côté. Ben, c'est autre chose. Voilà. Donc, quand on est dans le monde de l'entreprise, on s'imagine qu'on sait tout, puis ben, quand on est de l'autre côté, non, on ne sait pas tout, quoi. En fin de compte, c'est là où on se rend compte, mais ouais, on avait des commerciaux, par exemple, qui géraient notre commercial, on n'avait pas à s'occuper de tout ça, entre autres. Là, effectivement, bah, c'est une nécessité, donc c'est aussi se jeter à se vendre. C'est assez compliqué de se vendre dans voilà, dans une technique où le but n'est pas de se vendre, le but est de donner, d'offrir et de passer le message, je dirais. Donc, c'est un peu compliqué d'aller se vendre. Vendre la sophrologie, c'est pas si simple. Enfin, vendre n'importe quelle thérapie, thérapie douce, c'est pas évident. Hein, d'un côté, avec le monde médical, où il faut être resté à sa place, hein, c'est important, et se faire accepter et reconnaître. Et puis, dans le monde privé, ben, on se dit, bon, moi, je suis du yoga, quoi, ça va. Ben non, c'est pas ça, mais bon, on peut pas être. Voilà, les thérapies sont toutes complémentaires. Il n'y a pas ma thérapie est meilleure que l'autre. Mais c'est assez compliqué de jouer au commercial, puisque c'est pas le but. C'est quelque chose qu'on entend, qui revient assez souvent à nos oreilles, que la fameuse question de savoir se vendre aussi pour générer une clientèle, c'est pas évident. Aujourd'hui, quel est selon vous le canal qui fonctionne le mieux pour vous pour générer justement de nouveaux clients? Alors, je reconnais que c'est le site. De plus en plus, les conseils. Alors, les conseils, on ne nous envoie pas directement à une personne parce que je crois qu'ils n'ont pas la possibilité ni le droit de le faire via le monde médical. Donc, ils conseillent d'aller voir voilà, des sophrologues voilà, pour des pathologies comme actuellement où effectivement, je peux dire que la société en général souffre beaucoup. Et ben, les médecins, souvent, ben, c'est plus leur domaine. Ils sont là, ils le font, ils aident, ils accompagnent leur patientèle. Mais bon, là, ils vont effectivement conseiller d'aller voir des sophrologues, plus des sophrologues juste qu'autre chose, hein, parce qu'il y a quand même tout un travail qui se fait en sophrologie. Et donc voilà, ça, c'est un petit peu de tout azimut, je dirais. Hein. Mais voilà, il faut juste faire confiance à l'autre aussi, quoi. Ok, c'est noté. Alors, oui, j'avais une autre question qui serait, est-ce que du coup, pour revenir sur ce que vous m'évoquiez un peu plus tôt, sur le fait que chaque personne qui vient vous voir est différente et a son propre parcours et ses propres besoins, est-ce que est-ce que vous continuez à vous former? Si oui, comment? Alors, oui, on se forme toujours, soit en lisant, hein, voilà, c'est important. Il y a quand même des syndicats qui sont là et qui effectivement nous donnent régulièrement de nouvelles techniques ou des choses qu'ils ont découvertes, etc. Et puis des formations, mais des formations, je dirais, plus modulaires. Hein. Ça va être des formations soit dans des écoles de sophrologie, soit en visio par des sophrologues reconnus.
Et donc oui, on continue de toute façon. Alors, il y a les bases, elles sont là. Qu'on se forme ou qu'on ne se forme pas, elles sont là. Mais le fait d'échanger nous permet de nous enrichir. Donc, avec le temps également, ben, on passe hein, dans notre technique. Et faire toujours la même chose, un, ça serait très lassant. Deux, on ne se renouvelle pas. Et trois, ben, on ne se met même pas en question, quoi. Et si on ne se met pas en question régulièrement, à un moment donné, on ne peut plus aider l'autre parce qu'on va appuyer sur un bouton et on va faire démarrer le magnéto, quoi. Donc, on n'a même presque plus besoin d'être là, si ce n'est notre présence qui est très importante parce que c'est ce qui nous fait sentir les choses de la personne, l'émotionnel, etc. Donc, c'est là où on peut effectivement ressentir les choses. Mais c'est une question absolument vitale de se remettre continuellement en question. Donc, oui, on a besoin d'être avec les autres parce que seul, on est sûr d'avoir la science infuse alors qu'on ne l'a pas. Je comprends. Ok, c'est noté. Et vous avez rejoint du coup le réseau Médoucine. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre Médoucine et quelle est la valeur que vous y trouveriez aujourd'hui? Alors, ce qui m'a donné envie d'y aller, d'abord, c'était le contact, c'était le fait de comment j'ai été contactée. Donc, c'était très agréable. Déjà, c'était. Voilà, on sentait que c'était pas seulement, et ça l'est, c'est normal, une entreprise qui se crée et qui va chercher des clients et qui va, effectivement, c'est son boulot, mais également, je pense, je ne le connais pas trop, hein, mais la raison de Médoucine, c'est aussi d'apporter. Alors, bien sûr, il y a l'outil premier qu'on recherche tous, c'est effectivement la prise de rendez-vous. Ça, c'est génial. Prenez rendez-vous pour nous, vous confirmez, c'est extra. Je ne me voyais pas dans Doctolib parce que Doctolib avait justement une connotation doctorale qui n'était pas du tout ma connotation à moi. Médoucine, le mot en plus de ça est très beau et très bien cherché. Je le félicite quelque part parce que c'est vrai, c'est de la médecine douce. Et en plus de ça, c'est la démarche qui était intéressante, c'est-à-dire de connaître les thérapeutes. C'est pas seulement, ben voilà, voilà, je vais effectivement rechercher, bon, faire effectivement du commercial. C'est également l'accompagnement du thérapeute. Dès le départ, parce qu'il y a beaucoup de questions, et le fait d'avoir aussi de ne pas prendre tout le monde et n'importe qui, de faire une enquête, de rechercher, voilà, de savoir si ça pouvait correspondre ou pas aussi. Donc, c'est vraiment un échange. C'est ce qui m'a plu aussi sur Médoucine, parce que c'est vrai qu'on a tout mon truc de se dire, bon, est-ce que la formation a bien été faite? Est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Voilà. Tandis que là, les clients n'ont plus à se poser, plus à se poser la question quelque part, puisque vous l'avez faite, cette enquête. Et donc, s'ils vont sur votre site, ils vont trouver notre parcours. Donc, ça ne va pas être seulement le nom d'une personne et puis juste, je dirais, son histoire. C'est vraiment le parcours et ça, c'est, voilà, j'avoue que c'est un peu de tout. C'est l'ensemble, c'est pas seulement la prise de rendez-vous. C'est important, ça nous facilite la vie, bien que je n'ai pas encore compris et tout compris, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais ça facilite la vie. Et autre chose qui est importante, bon, au début, c'est effectivement la démarche que j'ai ressentie, qui était d'abord très dynamique. Et ça, c'est très important. Hein. Et puis, cette démarche de vraiment la médecine douce. Donc, on n'est plus du tout dans tout. Et on a besoin de tout le monde, attention, hein, je suis loin d'être anti-médicale, au contraire. Mais par contre, c'est pas voilà, je ne suis pas médecin. Donc, voilà, je le dis haut et fort et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont médecins, mais moi, je ne suis pas médecin. Donc, je préfère m'occuper d'accompagner les gens par rapport à leurs problématiques. Et là, on le trouve beaucoup plus en Médoucine. Et surtout, quelque chose qui est important, et ça, c'est la continuité, c'est le travail que j'ai fait, même si je n'ai pas toujours été très présente. Le fait surtout, quand on a une question quelconque, on a la réponse, on peut dire immédiatement. Voilà. Et ça aussi, c'est important pour nous. On peut être paumé devant certaines choses. Et d'un autre côté, bah oui, il y a une réaction, quoi, c'est réactif. Donc, voilà. Non, voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Médoucine. Ah, top. Merci beaucoup pour votre retour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive? Quels sont les nouveaux objectifs que vous vous fixez pour les mois à venir?
Quels sont vos objectifs pour oui, c'est ça, les mois à venir? Alors, dans ma profession même, Alors oui, oui, tout à fait, dans votre quand activité, même, dans votre pratique. effectivement, d'aller plus loin dans la problématique des personnes qui Mhm, peuvent avoir effectivement des problèmes aussi bien médicaux, sociaux, psychologiques, de pouvoir effectivement aller beaucoup plus et de me faire effectivement là accompagner ou pas par des spécialistes, je dirais, mhm, pour un peu comprendre la problématique de certaines personnes, d'ouvrir un petit peu, alors ça c'est pas commercial, je le sais, mais c'est pas grave, d'ouvrir un petit peu mon activité à ceux qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller suivre des thérapies douces, mhm, parce que malheureusement aujourd'hui, elles ne sont pas encore reconnues médicalement parlant. On voit bien que l'ostéopathie n'est pas reconnue, alors que ça fait des centaines, enfin des dizaines d'années que ça existe, et que point de vue sécurité sociale, ça ne fonctionne pas. Donc, ouais, la sophrologie a encore beaucoup plus de temps. Et donc, un petit peu jouer sur les deux. De pouvoir mhm, avoir effectivement permettre le côté pas associatif, mais trouver une solution pour que les personnes puissent effectivement être prises en charge également dans les thérapies douces et tout en continuant à aller euh, je dirais dans n'importe quel profil, parce que là, le profil après, il vient tout seul, ou des profils bien particuliers. Et donc là, il faut continuer à se former, à aller voir comment ça se passe, à parler avec les personnes qui en ont besoin et qui ressentent. On va parler de certaines maladies, je dirais, assez fortes et dont on ne parle pas aujourd'hui parce qu'il y a le Covid. Mais ces maladies, elles sont là, elles sont lentes, elles sont peut-être à vie, ainsi de suite. Et comment accompagner ces personnes, effectivement, dans le pouvoir de lâcher prise dans les soins, lâcher prise dans tout ça, c'est très compliqué. Et les gens peuvent être là à un moment donné, ils sont lassés, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus, ils n'ont plus envie. Donc voilà, elle est plus toujours dans le côté accompagnement, je dirais. Et puis, comme je dis toujours, comme j'ai dû le dire au départ à Médoucine, c'est un petit peu, alors c'est à la mode aujourd'hui, mais c'est pas à la mode pour moi. C'est tout ce qui est accompagnant. Souvent, l'accompagnant, alors on parle des aidants, moi je préfère parler d'accompagnant. Hein. Quand vous accompagnez quelqu'un dans une maladie autre que la vieillesse, je dirais, par exemple, eh bien, on va l'accompagner. Et la personne, quand elle sera guérie, quand elle ira mieux, quand ça sera terminé, elle va voler de ses propres ailes. Et l'accompagnement, lui, il reste sur le trottoir. On l'a oublié. On veut parler tout simplement un exemple bête et méchant d'une famille. Un enfant est malade dans une famille ou un adulte est malade dans une famille, tout le monde va l'accompagner. Et on va s'occuper que de lui parce que c'est la chose la plus importante pour s'en sortir, voilà, pour aller plus haut, je dirais. Puis on oublie tout simplement que le frère ou la sœur à côté ont aussi accompagné pendant des années, ou les parents ont accompagné. À partir du moment où l'enfant ou l'adulte se sent mieux et va bien et vole de ses propres ailes, tant mieux, il ne va pas aller s'occuper des autres, c'est pas le but. Mais les autres, eux, qui se sont occupés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans de cette personne-là, ils restent sur le trottoir et sur le carreau. Et ça aussi, c'est... Voilà, donc je ne parle pas que des aidants, que de ce qu'on mhm, appelle les aidants aujourd'hui, malheureusement, mais les aidants, pour moi, c'est tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est pas que les personnes âgées ou que les personnes, les seniors, etc., qu'on accompagne dans leur vie parce qu'elles ont besoin d'être accompagnées, ou les maladies genre Alzheimer et Parkinson, qui sont des maladies neurologiques. Mais là, effectivement, il y a un besoin absolu d'accompagnement, mais voilà, il y a tous les autres. Et tous les autres, je prends un exemple qui est connu, hein, qui est Fugain. Donc, quand sa fille a été très malade à cause des plaquettes, on a tous accompagné, enfin, tous ses proches l'ont accompagné. Après, quand elle est partie, tout le monde a repris sa vie. Puis, certains se sont trouvés sur le trottoir en disant, mais moi aussi, j'existe, quoi. Moi aussi, j'ai accompagné. Vous voyez, mais c'est la même chose mhm, pour tout le monde. Là, on parle de quelqu'un de connu, mais c'est la même chose pour n'importe qui. Hein. Tous les gens sont un peu dans ce cas de figure. Parce que naturellement, on va accompagner, que ce soit un ami, une proche, une famille. Donc, c'est là-dessus aussi où j'ai envie, effectivement, de pouvoir passer le message. mhm. Vous savez, c'est écrit dans mon site, c'est écrit partout, ça, on le sait, je vais accompagner les gens. Mais par contre, le message, il est difficile à passer parce qu'on fait justement l'amalgame avec les personnes âgées, les maladies neurologiques, etc., dont on a absolument besoin d'être aidé. On ne peut pas faire autrement. Mais il y a tous les autres, quoi. Il y a tous les autres qui vont bien, Mhm. qui sont en pleine santé, mais qui sont tout simplement un peu perdus.
Vraiment, D'accord. juste leur tendre la main. Voilà, c'est un petit peu là-dessus. J'aimerais bien travailler. Un très beau projet. Bah, merci beaucoup, Annick. Je pense que j'ai eu l'occasion de vous poser toutes les questions que Super. j'avais en tête. C'était vraiment un excellent échange. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. Merci Moi beaucoup. aussi, merci. Merci à vous. Bonne Très belle journée, journée. bonne continuation. À vous aussi.